Merci à tous d'être venus aussi vite de votre pause café pour essayer de commencer à l'heure cette dernière table ronde. Dernière table ronde qui a comme sujet le patrimoine culinaire français inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Il pourrait presque y avoir même un point d'exclamation. Qu'est-ce que veut dire en fait cette histoire de patrimoine culinaire français inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, à la fois dans qu'est-ce que le patrimoine immatériel, la cuisine comme part culturelle, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça a mis en route, qu'est-ce que ça pose comme question, et bien sûr, qu'est-ce que notre cuisine, ce qu'on appelle le patrimoine culinaire français, comment on peut l'aborder, comment on peut le questionner, quelles prémices de structure de problématiques peut-on mettre en place pour essayer de savoir ce qu'est le patrimoine culinaire français. Pour essayer d'avancer sur ce propos, quatre invités. Je vais commencer par Jean Mugitelli, qui est ancien ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, donc qui va nous éclairer effectivement sur ce qu'est une inscription au patrimoine mondial auprès de l'UNESCO, et aussi précisément ce qu'est le patrimoine immatériel, et comment surtout on peut aller à la rencontre de l'UNESCO pour proposer une candidature. Jean-Robert Pitt, président de Paris-Sorbonne, comme il le disait lui-même hier, la vieille Sorbonne. Jean-Robert Pitt, qu'on va interroger en tant qu'historien, justement, et géographe, non, en tant que géographe, sur ce qu'est, comment on peut être abordé justement ce patrimoine culinaire français. Jaume Tapiès, président des Relais Châteaux. Intéressant, à mon avis, de l'interroger sur deux points de vue, parce que, premièrement, il est andorran, et non pas espagnol, comme certains l'ont dit, et en termes d'étranger, justement, quel est son regard sur ce patrimoine culinaire français. Et deuxième interrogation, en tant que président, justement, de cette institution que sont les Relais Châteaux, comment est perçu dans le monde du luxe dit à la française, d'établissements faits d'âme et d'esprit dans le monde entier, comment est perçu, justement, ce patrimoine culinaire français. Et puis, dernier invité, Jean-François Piège, qui est chef au restaurant des ambassadeurs à l'hôtel Crillon et qui s'occupe de l'ensemble des cuisines de l'hôtel de Crillon. Jean-François Piège, avec qui on va commencer assez vite cette table ronde, parce que, pour tout vous avouer, Jean-François a un bal ce soir. Et comme il est sur le carnet de bal de nombreuses jeunes filles qui viennent au Crillon ce soir, il ne peut pas les faire attendre. Donc il va nous quitter en gros sur les coups de 17h30. C'est bien ça, Jean-François? D'accord. Juste en ayant écouté les tables rondes depuis ce matin, quelques petites réflexions ou quelques petites notes sur ce propos de patrimoine culinaire français inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Dans cette recherche de qu'est-ce que peut être en fait une définition ou essayer d'approcher un questionnement par rapport à ce qu'est le patrimoine culinaire français. Bien évidemment, et tout ça en essayant de ne pas enfoncer des portes ouvertes. Bien évidemment, la cuisine serait trop simple et trop triste si elle se limitait à ce qui se passe dans l'assiette ou même dans la casserole. Bien évidemment, Frédéric, la cuisine est faite de gens qui produisent, qui travaillent la terre, qui vont faire pousser quelque chose, le donner à des cuisiniers qui vont le transformer, et surtout, je dirais, à des gens qui consomment la cuisine, certes par goût, mais aussi avec toute leur structure culturelle qui leur impose d'aimer, de ne pas aimer, de chercher, de refuser, de partir à la recherche et essayer de, justement, de pratiquer la cuisine comme une pratique culturelle. Ce qui est aussi l'un des propos de cette table ronde, c'est que la cuisine, effectivement, ou du moins le patrimoine culinaire, est effectivement un élément important de la culture en général. D'ailleurs, on peut citer un auteur catalan, Manuel Vázquez Montalbán, qui est un auteur de romans policiers et dont le détective était passionné par la nourriture. Et Montalbán disait très simplement, si mon détective se passionne pour la nourriture, c'est que la cuisine est certainement l'une des plus belles métaphores de la culture. Effectivement, la cuisine permet d'aborder tous nos comportements culturels. Ce qui est plutôt une chose assez extraordinaire, mais qui est aussi la difficulté peut-être dans la définition du patrimoine culinaire en général. Sur le propos de ce patrimoine culinaire français, on a beaucoup entendu parler d'histoire. Oui, certes, la cuisine française est inscrite dans une dynamique historique, mais l'histoire est quelque chose qui bouge. Ce que je viens de dire vient déjà de basculer dans une mesure dans l'histoire, puisque c'est passé.
Donc la cuisine sous-tend aussi un autre élément qui est important par rapport à cette notion historique, c'est qu'elle est perpétuellement en mouvement. Est-ce que c'est l'une des caractéristiques de la cuisine française, cette capacité au mouvement? C'est l'une des interrogations qu'on peut avoir, surtout que Raquel Moreira a eu une très belle expression. Moi, j'appelais ça jusqu'à présent un peu la structure de la cuisine française, et elle a parlé de matrice. Ce qui est nettement plus beau, une matrice au sens féminin du terme, c'est-à-dire est-ce que la cuisine française est capable de recevoir et de redistribuer en fait une pratique culturelle perpétuellement en mouvement, attentive aux évolutions de sa société, attentive et respectueuse de l'acceptation des autres, au sens des autres qui vivent avec nous, qui vivent à côté de nous, mais qui vivent aussi de manière lointaine par rapport à nous, et peut-être aussi capable de proposer des modèles humanistes, pourrait-on dire, quand on regarde cette chose essentielle, et je pense qu'on reviendra dessus avec Jean Musitelli, c'est-à-dire que oui, c'est la gastronomie, c'est la cuisine, c'est la maman, la grand-mère, la blanquette, le couscous, etc., etc., mais c'est aussi l'accession pour tous à assez de nourriture pour vivre. Et il ne faut pas oublier ça, c'est que je crois que si on veut bien faire avancer ce dossier du patrimoine culinaire français auprès de l'UNESCO, il ne faut pas avoir juste un regard gastronomique, mais bien comme la cuisine française, le patrimoine culinaire français, est suffisamment structuré et suffisamment matrice pour être beaucoup plus universel et accepter l'autre dans sa différence et proposer des solutions à l'autre qui a peut-être des difficultés à trouver à manger ou à se nourrir tout simplement. Dernier élément, c'est suite à la table ronde précédente où on parlait d'appellation d'origine contrôlée. C'est peut-être une expérience intéressante, ces appellations d'origine contrôlée, puisque, si je ne me trompe pas, l'ambassade de France au Vietnam a essayé de mettre en route un travail très précis sur le Ngoc Man, en particulier sur une zone de production du sud du Vietnam, en se disant le Ngoc Man est un produit contrefait partout dans le sud-est asiatique. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer d'exporter, de donner en partage en fait aux Vietnamiens notre manière de penser les appellations d'origine contrôlée pour protéger leur Ngoc Man dans le sud du Vietnam? C'est peut-être une piste justement de cette universalité du patrimoine culinaire français. Je me tourne maintenant vers Jean-François Piège, parce qu'effectivement, la cuisine, c'est de l'agriculteur, c'est le paysan, c'est celui qui la mange, celui qui la pratique en termes de consommation, mais c'est celui qui la fabrique, qui la modélise, qui va la contraindre. Et on peut se demander, et poser la question à Jean-François Piège, si lui, justement, il s'est posé parfois la question d'une définition peut-être de la cuisine française. Jean-François. Je crois que avant de la faire, la cuisine se pense. Donc c'est vrai que on a souvent, j'échange assez souvent avec diverses personnes sur l'identité d'un plat et comment je vais pouvoir le réaliser. Et ça tombe sous le sens dans la cuisine française. Si on fait un peu d'étymologie, cuisiner c'est cuire, alors vous allez me dire, c'est vrai que couper c'est aussi cuisiner et on n'a pas le mot le cuire dedans. C'est ce qu'on disait ce matin, tout à l'heure. Vous avez aussi raison, mais on parle de particularité. La construction de la cuisine, dite française pour moi, c'est cette capacité à créer du goût. C'est quoi le goût? C'est... Je vais prendre un exemple qui va parler. Vous prenez une moule, vous la faites cuire dans de l'eau. Elle sera cuite. Elle va garder ce goût de moule, qui serait un goût assez iodé, mais ce n'est pas la cuisine française, ça. Pourtant, c'est cuire. C'est un goût primaire, on pourrait dire. C'est un goût primaire. Pour moi, la cuisine française, c'est construire du goût. Dans la construction. La construction, c'est quoi? C'est apporter une technique de cuisson, et on en a beaucoup dans la cuisine française, apporter un assaisonnement, apporter, à travers cet assaisonnement, des aromates, et c'est ce qui construit un plat. Et si on fait référence à un plat que tout le monde connaît, qui est un plat populaire, les moules marinières, c'est pas le goût des moules, c'est le goût d'un plat. Et ça, à mon sens, c'est la cuisine française. C'est-à-dire que ce que l'on préfère, c'est pas tellement la moule dans son jus, c'est le jus comme support du goût de la moule. Absolument. C'est l'aspect cuisiné du jus qui est autour. Oui. C'est cette capacité à créer des parcelles qui vont nous rappeler ou créer du goût. Je crois qu'il y a
peu de cuisines au monde qui ont cette capacité-là. Et c'est la première particularité de la cuisine française. Vous avez tous déjà, j'ai pris les moules, mais on peut l'appliquer à tous les produits. On prend le bœuf, si on l'assaisonne, c'est du tartare, si on le fait cuire, ça devient un rôti de bœuf ou autre. Mais on va aller un peu plus loin. Parce que dans la cuisine, pour moi, créer du goût, ça se passe souvent dans ce qui est autour du produit. Vous avez tous entendu dire, certains cuisiniers, et ce n'est pas une attaque contre eux, donc, que le plus grand respect qu'on pouvait apporter à un produit, c'est de ne pas le toucher, de le servir le plus simplement. Moi, je pense que ce n'est pas lui apporter le plus grand respect. Le plus grand respect, c'est lui apporter la plus belle technique de cuisson, le plus bel assaisonnement, suivant son origine et où le lieu va se passer, où l'acte de cuisine va se passer, parce que je pense que dans le mot terroir, il y a aussi cette identification et la capacité à construire le goût. Parce que le goût, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est construit, qui est complexe. Et la cuisine française, c'est donc créer, à mon sens, ce goût-là. Créer ce goût-là, c'est, quand on fait cuire, c'est créer du sucre, ce qui va donner ce qu'on peut appeler des jus, des sauces, et ce que l'on veut. Ça sera les éléments qui vont rendre complexe et, à mon sens, donner du sentiment à un grand produit. En fait, si je comprends bien, la matrice dont on parlait tout à l'heure, par-delà le plat, ça peut être ce jus caractéristique de la cuisine française. C'est lui qui va admettre, accepter et proposer en fait ce que peut être la cuisine française. C'est les jus. Si on a un jus simple de viande, mais si je veux mettre du gingembre ou autre chose, le jus va accepter et construire un nouveau goût. On a encore parlé d'un exemple, je vais prendre encore un exemple parce que c'est les choses qui sont les plus faciles pour moi. Vous n'avez pas plu ce que je vous ai dit, les Jean-François ? Non, ça ne m'a pas plu. Prenons un plat qui ne fait pas partie du patrimoine ou qui n'est pas considéré dans le patrimoine français, qui peut venir d'ailleurs. Le couscous. C'est un plat que j'ai à ma carte. Jean Bardet est là ? C'est un plat que j'ai à ma carte. C'est un des plats, quand on regarde le classement qui est issu d'un journal qui s'appelle Le Parisien, qui s'appelle aujourd'hui en France pour tout le reste du pays, je crois qu'il sort dans les premières plats. Je ne sais pas si c'est la première ou dans les... C'est le premier plat sorti. Oui. Dans les toutes premières. Réaliser un couscous dans un endroit comme le Crillon peut être une hérésie, mais je crois que c'est la capacité à créer du sentiment. Si on arrive, par la technique, à détourner sa vision, sa perception, mais pas le goût. Le couscous, vous savez tous comment c'est fait, ou si vous ne le savez pas, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire. Je vais vous le résumer en quelques mots. De la viande, du liquide, du légume, des garnitures, des aromates. Et des smoules. Pour la garniture. Je vais vous dire simplement ce que moi j'ai voulu exprimer dans ce que j'ai fait. C'est simplement créer du goût. Créer du goût, quand vous mettez à infuser un élément, nature, dans un bouillon, infusion, décoction, et j'en passe. Vous savez que plus le temps dure, plus le goût devient indigène. Vous avez tous goûté... tout le monde parle d'une blanquette, je pense que plus personne en mange beaucoup, mais la blanquette qui a 1 heure de cuisson a un goût, qui a 2 heures de cuisson en a un autre, et qui a 3 heures encore un autre. La cuisine française, pour créer ce goût-là, il y a une technique qui est simple, c'est le sucre. Au lieu de faire un goût par un mouillement, par abondance et une cuisson longue, on crée le goût en caramélisant, en concentrant, parce que cuire c'est aussi concentrer, et en déglaçant, et en donnant du sentiment dans des jus courts, dans des jus pointus, ce qu'on appelle des jus pointus, et pertinents. Alors après, on peut l'associer et lui donner des formes différentes, mais je crois que c'est l'une des vraies particularités de cette cuisine-là, c'est créer ce sentiment dans ce goût. C'est-à-dire que sur le couscous, on peut faire un jus plutôt qu'un bouillon ? On peut faire quelque chose qui a plus de sentiment qu'un bouillon, oui. Et là, pour vous, c'est l'une des structures de la cuisine française, cette capacité à concentrer les goûts, à transformer les goûts autour d'un jus. Je ne connais pas d'autre cuisine qui fait de jus. Quand vous vous baladez dans le monde entier, et que j'ai pas parcouru le monde entier, peut-être d'autres personnes l'ont fait, mais on s'aperçoit que quand on regarde dans les casseroles qui se trouvent, il y a des mélanges, des associations qui forment des condiments, qui forment des choses liquides, mais pas des jus au sens où on l'entend. Jus égale sucre, déglaçage et infusion.
On va peut-être se tourner vers Jean-Robert Pitt, parce qu'il y a eu une discussion assez vive durant le déjeuner, je dois vous l'avouer, et Jean-Robert n'est pas du tout d'accord. Non, parce que ça revient un peu à... Non, je suis vraiment pas du tout d'accord. D'abord parce que des jus, il y en a certainement dans beaucoup d'autres cuisines. D'autre part, parce que je ne pense pas qu'on va déposer un dossier à l'UNESCO en disant, vous savez, nous, on a des jus, vous n'en avez pas, donc il faut absolument nous classer au patrimoine mondial de l'humanité intangible. Non, mais si je peux me permettre, Jean-Robert, si j'ai bien compris la pensée de Jean-François, c'est qu'il met le doigt en disant peut-être que l'un des endroits où se passe justement, où se met en route ce patrimoine culturel, immatériel, c'est dans cette capacité à concentrer des parfums et à concentrer, mais par derrière, à concentrer de la culture, à concentrer des gestes, à concentrer de la production. N'importe qui a goûté de la cuisine chinoise dans un vrai restaurant chinois en Chine sait à quel point on s'est concentré par des températures. Quand on voit les feux d'enfer qu'on met sous le wok en Chine pour cuire des légumes, on sait concentrer aussi le goût d'un légume en Chine. Donc la concentration ne me paraît pas du tout une spécificité française. Je sais bien que c'est important pour faire de la bonne cuisine. Alors où est-ce qu'on pourrait mettre le doigt sur la spécificité ? Je pense que la cuisine, c'est certes des bons produits, on en a parlé tout à l'heure, puis on vient d'en parler à l'instant aussi. Ce sont certes donc des produits primaires, avec toute une filière agricole qui est derrière, et qui est essentielle, ça, j'en suis bien persuadé. Ce sont des cuisiniers très talentueux, moyennement talentueux, des cuisiniers du dimanche, des cuisiniers quotidiens qui font plus ou moins bien les choses à la maison. Et puis, peut-être c'est ça la spécificité française, ce sont des gourmets. Ce sont des mangeurs. Alors, les mangeurs qui ingèrent des calories, donc ça ne me paraît pas très intéressant, mais des gens qui aiment ce qu'ils mangent, ça existe dans beaucoup de pays, mais qui aiment en parler, et en particulier en France, il y a depuis le XVIIe siècle des gourmets d'État. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui s'appelle Louis XIV, qui a donné son nom à un privilège du roi à, je ne sais plus combien, 70 livres de cuisine dans la première partie de son règne, et finalement, il y a une gastronomie d'État qui est née en France et qui a fédéré et transcendé toutes les gastronomies régionales françaises, petit à petit. D'abord celle du bassin parisien, en particulier donc la Normandie, la Brie, etc., les grands plateaux tertiaires, puis ensuite des gastronomies régionales, mais qui étaient tout à fait comparables à celles de l'Italie, de l'Espagne ou des pays voisins. Il n'y avait pas de différence. Je ne parle pas de l'Europe du Nord, je parle de l'Europe du Sud. En fait, il y a une certaine normalisation qui a permis... Une certaine normalisation et donc des gourmets, appelons ça des gourmets d'État, c'est-à-dire une aristocratie, une cour et une aristocratie, mais ça, la cour et l'aristocratie, ça existe aussi en Chine. La différence entre la Chine et la France, même s'il y a des discours en Chine, c'est que la France a développé à un point sûrement assez original, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres exemples dans le monde, une littérature gastronomique, a d'abord ressuscité un vieux mot grec qui est le mot gastronomie, en 1801, Berchou, mais avant même Berchou, il y a un certain nombre de textes qui sont à la gloire de cette cuisine française et du bien manger et du bien boire. Et à mon avis, c'est ça qui fait la spécificité française, comme disait je ne sais plus qui, et après, on en parle. Et ça existe aussi en Chine. Et tous ceux qui ont lu le petit livre magnifique de Lu Wenfu, Vie et passion d'un gastronome chinois, savent bien qu'il y a aussi ce type de discours en Chine, et même depuis très très longtemps. Quand on lit aussi le livre de Dogen, écrit au Japon au XIIIe siècle, qui parle de l'art de la cuisine bouddhiste, zen, on voit bien qu'il y a aussi un discours dans d'autres pays. Mais aussi développé qu'en France, certainement pas. Et c'est pour ça, je pense, que nos chefs merveilleux, extraordinaires, qui font tant pour le renom de la France, et je ne plaisante pas en disant ça, ne pourraient pas faire ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait depuis tant d'années, depuis le 19e, depuis le 18e siècle. Frédéric de Prusse avait un cuisinier français du Périgord. S'il n'y avait pas ce discours qui est tenu par l'État, l'aristocratie ou la bourgeoisie, et des écrivains. Des écrivains qui se piquent parfois d'écrire des livres de cuisine, qui aujourd'hui écrivent des romans policiers culinaires, qui écrivent des poésies. La gastronomie de Berchou, c'est 1000 vers à la gloire de la gastronomie. Et il n'y a qu'en France qu'on voit tant de choses où les rayons de librairie ne sont pas seulement pleins de, je parle des rayons cuisine et vin, ne sont pas seulement pleins de livres de cuisine, mais aussi d'essais sur la cuisine et sur le vin. Si je vous comprends bien, me semble-t-il. Si je vous comprends bien, Jean-Robert, la spécificité française. Ouais. En fait, ce n'est pas seulement l'acte culinaire, l'acte de la consommation de la cuisine, c'est le propos sur la cuisine qui crée la spécificité. Qui crée la spécificité et qui fait que c'est devenu une part fondamentale de l'identité française et que nous sommes assez volontiers, ce que les chefs font trop à mon avis, et en particulier ce matin ou hier Jean Bardet ou d'autres chefs ou Saint-Dryns, que nous sommes les meilleurs au monde et définitivement. Ce qui est totalement faux. C'est quelque chose qui se construit tous les jours, qui se reconstruit tous les jours. La langue française n'est pas la plus belle au monde. Ça se mérite
d'être les premiers. Alors peut-être que nous le sommes, et je m'en fiche, après tout que nous soyons les premiers. Le principal, c'est qu'on mange bien dans notre pays, que ça continue. Et ça, il y a des problèmes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et le principal aussi, c'est que nous continuons à être heureux de cela. Et que nous soyons heureux de le faire partager. Et ça peut se déposer au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que je pense que c'est quelque chose qui est utile même dans les pays pauvres. Mais peut-être on aura l'occasion de le redire tout à l'heure. On reviendra dessus, sur ce propos. Jaume, quand on regarde un petit peu de l'extérieur cet échange entre Jean-François Piège et Jean-Robert Pitt, à mon avis, ils sont d'accord, tout compte fait, si on va un peu plus loin. Est-ce qu'effectivement, ces propos de technique et ces propos sur la cuisine sont vraiment une des spécificités de la cuisine française? En Andorre, vous parlez bien de la cuisine aussi? Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ça me préoccupe. Ça me préoccupe parce que je crois que nous sommes tous d'accord, pas seulement que la cuisine française représente un patrimoine important et qui devrait être inscrit dans l'UNESCO. Je crois que c'est l'ensemble de la cuisine qui est important et qui est le patrimoine des civilisations entières. Nous, dans le Relais Château, je crois que personne ne discute que la France dispose d'un patrimoine qui est beaucoup plus riche que peut-être les autres civilisations, les autres cultures au niveau gastronomique. Et je pense qu'il est très important que les Français vous mettiez d'accord de quel est ce patrimoine, quelle est la base que vous souhaitez mettre en avant. Et je regardais un peu dans les sites de l'UNESCO quelle était inscrite, ou qu'est-ce qui était inscrit en tant que sa définition propre du patrimoine. Et c'était vraiment ce que on a reçu de nos parents, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, et c'est ce qu'on souhaite transmettre après. Et je pense que là, il faut commencer à la base avec les gens que vraiment ils connaissent l'histoire de la cuisine, de faire cette liste de techniques, faire cette liste de produits, faire cette liste même des pensées ou même d'histoires intellectuelles qui ont fait qu'aujourd'hui... Ouais, je crois Francis Chevrier l'exprimait bien hier pendant la conférence de presse sur ce patrimoine culinaire en disant effectivement ça va permettre peut-être d'inscrire le patrimoine culinaire français, de mettre en route toute une recherche et un travail sur certes les produits, certes les recettes, mais aussi les lieux où on mange, dans quelles conditions, comment c'est découpé durant l'année par rapport aux pratiques culturelles, aux pratiques religieuses qui existent sur cette cuisine, quoi. Bien sûr, et c'est à ces points-là, quand cette étude sera finie, que je pense que la France doit être le leader mondial pour inscrire la gastronomie et la cuisine dans l'UNESCO, être le premier pays, sans jamais nier qu'il y a d'autres cultures qui sont moins riches et qui auront par la suite aussi intérêt d'inscrire ces cultures. La France doit être le premier à le faire et inciter le monde entier. Moi, je crois, je ne sais pas si au point de vue diplomatique, c'est aussi un trait important. Je vois mal demander aux Chinois de dire accepter que le patrimoine culinaire français soit inscrit et nier que nos amis chinois, ils auront un jour aussi le droit d'essayer de rassembler qu'est-ce qu'il y a de profond, de plus profond dans son histoire culinaire et aussi l'inscrire par la suite. Moi, du point de vue de Relais Gourmand et de Relais Château, moi je crois que mes collègues, mes membres, ils seront tous d'accord pour être engagés dans ces projets. Comme j'ai dit ce matin, nos membres internationaux, quand un jour ils ont posé sa candidature, c'est parce qu'ils adhéraient à cet art de vivre à la française, à cette culture, et qui reconnaissaient ce patrimoine. Et je donnerai même des exemples. Quand je parle de l'Italie ou même de l'Espagne, où il y a 6 3 étoiles, je crois que les 6, ils ont passé par la France. Hein, ça veut dire quelque chose. Oui, ils se sont tous inspirés, même si aujourd'hui, il y en a certains qui font des cuisines qui n'ont absolument rien à voir avec... Oui, mais quand on discute avec Marine Berasategui ou même Ferran Adria, ils disent bien sûr, on a appris en France. Bien sûr, on est passé dans la matrice culinaire française avant de redistribuer, de faire naître notre propre pratique culinaire. Donc effectivement, bien évidemment, on sent là que le patrimoine culinaire français est universel dans le fait qu'il est partagé. Et moi, je pense que tous les chefs à l'international, ils seront d'accord pour
aider à ces projets rentrer dans l'UNESCO parce qu'ils sont eux-mêmes, ils ont fait partie un peu de cette histoire en venant et en essayant de comprendre cette histoire qui est derrière le patrimoine français. Merci Jaume. Jean Musitelli, c'est plutôt plein d'espoir et intéressant ce que nous dit un Andorran sur la cuisine française en disant les gars, allez-y parce que c'est peut-être vous qui pouvez être le plus universel dans la reconnaissance de ce patrimoine immatériel qu'est la cuisine. Oui, d'abord je voudrais dire qu'il y a une chose qui me frappe, c'est que de constater à quel point se dégage de ces entretiens une espèce d'unanimité autour de cette idée d'inscription de la cuisine et la gastronomie française au patrimoine mondial. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. Je le dis en connaissance de cause pour avoir travaillé dans un autre domaine du patrimoine, qui est le patrimoine plus classique dans mes fonctions d'ambassadeur à l'UNESCO, c'est que pour qu'un projet ait une chance d'aboutir, il faut qu'il soit porté par une très large coalition. Et quand je vois que les professionnels se sentent aussi fortement mobilisés et sensibilisés, je trouve que c'est très bien et très encourageant. Je dois dire que moi, je n'ai aucune compétence gastronomique et culinaire, je le confesse, mais je ne désespère pas de progresser grâce aux éminentes personnalités qui sont avec moi. Je vous ai observé. Vous m'avez d'ailleurs pas demandé mon avis dans la querelle du jus, oui, et vous avez bien fait. Non, mais j'ai observé votre coup de fourchette était pas mal quand même. Bon, merci. Ce que je voulais dire, toute plaisanterie mise à part, c'est que effectivement, moi, c'est pour mes compétences diplomatiques, effectivement, que Francis Chevrier m'a parlé il y a 6 mois de ce projet. Et lorsqu'il m'en a parlé, ma réaction spontanée, ça a été de lui dire c'est un projet superbe et en même temps, c'est un défi difficile. Et je ne dis pas ça par pessimisme, mais parce que je crois qu'il faut analyser les choses et trouver effectivement les bonnes réponses. Et j'ai déjà entendu beaucoup de remarques qui me paraissent aller dans le sens de ce qui serait une approche raisonnable. Nous sommes en effet, si vous voulez, au carrefour entre une approche qui est proprement celle de l'art culinaire et gastronomique que nous voulons voir reconnue, et puis des contraintes diplomatiques qui sont celles d'une négociation qu'il va falloir mener dans l'enceinte d'une organisation internationale qui a ses règles, qui a ses habitudes, qui a ses coutumes, qui a ses rapports de force, qui a sa sensibilité, et nous sommes bien entendu obligés d'en tenir compte. La première chose, évidemment, dont nous devons tenir compte, c'est le texte même de cette convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui a été adopté en 2005. Je fais un rapide excursus, mais je crois qu'il faut situer les choses pour voir où on en est de la procédure, qui a été parce que les organes qui sont chargés de mettre en place, on a mis en place un comité intergouvernemental de 24 membres qui représentent 24 pays qui ont eux-mêmes été désignés par élection. Et la première chose que va avoir à faire ce comité, c'est de définir les critères à partir desquels on va considérer qu'une proposition mérite de recevoir ce label du patrimoine. Alors, ces critères, bien entendu, on peut déjà en imaginer la nature, puisque, effectivement, il y a des définitions. M. Tapiès y a fait allusion, une définition du patrimoine culturel immatériel qui contient déjà un certain nombre d'indications assez claires. Il est dit, par exemple, ce patrimoine culturel immatériel doit être transmis de génération en génération. L'idée de transmission. Il est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu. Recréé. Donc, c'est un patrimoine vivant qui se réinvente en permanence, qui est en mouvement. Il est en interaction avec la nature et avec l'histoire de ces communautés. Donc avec la nature, on retrouve là la notion des produits, de la qualité des produits, de l'authenticité des produits, et puis avec l'histoire, évidemment, tout l'arrière-plan culturel, notamment auquel Jean-Robert Piette faisait allusion tout à l'heure. Et qui leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine. Bon. Diversité, créativité, transmission, recréation, on a là, je crois, les critères qui seront pris en compte par le comité pour apprécier la valeur des propositions. Et de ce point de vue, il me semble que le patrimoine culinaire français
est en parfaite pertinence avec ces critères, sous réserve, bien entendu, d'un certain nombre d'éléments de définition qu'il va falloir prendre en compte. Alors c'est très intéressant, Jean Vigitelli, que vous recitiez ces éléments qui définissent le patrimoine immatériel, culturel immatériel. Et on peut se tourner vers Jean-François Piège. En fait, depuis le début, on pourrait croire que c'est une histoire de cuisinier. Non, c'est une histoire bien plus complexe qu'il va falloir mettre en route. C'est effectivement, il va falloir motiver sur ce patrimoine immatériel que peut être la cuisine, les producteurs, les cuisiniers, les consommateurs, les chercheurs en histoire, en géographie, en ethnologie, en sociologie, qui vont pouvoir chacun apporter leur regard anglais, en fait, leur démarche par rapport à ce propos qu'est le patrimoine culinaire pour arriver à quelque chose qui soit respectueux de ce que désire UNESCO. Jean-François, en fait, est-ce que ce n'est pas un peu une difficulté pour les cuisiniers de se dire on n'est pas les seuls qui manient en fait le propos culinaire? Ça va être un travail beaucoup plus complexe et beaucoup plus large. C'est évident, de toute façon, les premiers livres de cuisine qui ont été écrits, ce n'est pas les cuisiniers qui les ont écrits. Donc, je crois que tout à l'heure, on citait un auteur qui a fait un livre qui s'appelle Les Dons de Commu, en édition originale, je crois que c'est 1739. Et sur la page de titre, à quelques mots près, il désigne un peu cet ouvrage et son utilité en disant « ouvrage destiné aux hommes de bouche et à ceux qui veulent donner du plaisir, à fin utile et pour se nourrir, tant en gras qu'en maigre, mais dans le goût le plus nouveau. » Donc il résume en quelques mots ce qui vient d'être dit par tout le monde. Moi, je me suis, dans mon propos, uniquement basé sur ce qu'était l'acte de cuisiner et sa typicité française. Mais il faut quand même bien penser que ce qui peut être comparé à la cuisine française dans ses typicités, cuire, c'est toujours une flamme, un élément qui va servir de récipient et de cuire. Ce que je voulais démontrer, c'était la technique. C'est ce qui la différencie. Maintenant, c'est vrai que toute cuisine peut se ressembler parce qu'on part d'un élément cru pour le cuire. Et c'est là où je pense que notre cuisine a sa place parce qu'elle est différente à ce niveau-là. Et on comprend bien qu'avec les propos de Jean-Robert Pitt et de Jean Vigitelli et de Jaume, c'est que ça ne peut exister que si on le met en place dans quelque chose qui est beaucoup plus global, complexe, et qui va être complexe à mettre en route, parce qu'il va falloir monopoliser des énergies qui ne vont pas forcément toutes dans le même sens, et que là, il va falloir essayer de les faire tirer toutes dans la même direction. Vous êtes prêt, vous, en tant que chef, je sais pas, à discuter avec un géographe, à discuter avec un ambassadeur, etc., pour dire, bah, allez, on y va, on se met au boulot, on va essayer d'avancer un petit peu. Pardon ? Jean-François ? La réponse a été faite. Mais oui, c'était pas au micro. Non, je crois que la cuisine, on la fait pas pour soi. J'ai toujours peur quand j'entends un cuisinier qui dit « je fais ce que j'aime ». Je crois que cuisiner, c'est pas ça. C'est d'abord cuisiner pour les autres. C'est comme beaucoup de métiers, on le fait pour les autres. Donc effectivement, la cuisine, pour moi, c'est pas un concept. Ça doit être un monde d'ouverture. Donc dans cette ouverture-là, tout le monde aura sa place. Et bien évidemment, on comprend pourquoi aujourd'hui, la cuisine française, qui à mon sens, l'une des particularités, c'est d'avoir été sous influence. J'ai 36 ans, j'ai passé mon diplôme il y a une vingtaine d'années. Dans les listes de plats qui nous étaient donnés à apprendre, il y avait un curry indien, un goulash hongrois. Je ne pense pas que ça fasse partie de la culture française. La particularité de la cuisine française, c'est de faire sienne des plats qui viennent d'ailleurs, par sa technique et par sa réalisation. C'est pour ça que je m'étais borné, moi, à ne parler que de ce que je peux maîtriser, c'est-à-dire la technique culinaire. Merci Jean-François. Il est l'heure pour vous. Oui, je suis désolé, mais on peut remercier Jean-François d'être venu. Dansez bien, mais ne dansez pas trop quand même, Jean-François, ce soir au Crillon. On va essayer de continuer en revenant avec Jean Vigitelli, qui a bien amorcé cette complexité du regard. Pratiquement, c'est quoi proposer le patrimoine culinaire français à une inscription au patrimoine mondial? Pratiquement, c'est quoi? Comment ça se passe? C'est un groupe de diplomates qui se réunissent, qui disent ouais, c'est pas mal la cuisine française, peut-être l'inscrire. Bon, alors, je peux vous donner des indications, mais en fait, pour l'instant, la procédure elle-même n'existe pas, puisque je vous ai dit, les institutions sont en train de se mettre en place,
Et la première mission qui est la leur, c'est de définir ce que seront les procédures d'admission, etc. Mais si on le met en il y a regard déjà- de ce qui existe déjà sur Voilà. le... Il y a déjà effectivement le précédent du fonctionnement du patrimoine mondial culturel et naturel. Et disons qu'en gros, la Convention, dans son mode de fonctionnement, démarque en large partie ce que sont les dispositifs de cette Convention de 72. C'est-à-dire que bon, les États vont procéder, chacun pour leur compte, sur leur territoire national, à une sorte d'inventaire des biens patrimoniaux qu'ils souhaitent voir inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Et puis, en fonction de l'état d'avancement de ces divers projets, certains vont émerger plus rapidement. Alors là, je crois que celui sur le patrimoine culinaire et gastronomique, il est formidablement en avance, puisque bon, les cadres réglementaires ne sont même pas encore en place. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et ça permettra peut-être d'ailleurs d'accélérer un petit peu la marche de l'administration. Une fois que les États auront, pour leur propre compte, désigné un projet et décidé de le proposer devant les instances de l'UNESCO, celui-ci fera sans doute l'objet d'une instruction par un comité d'experts indépendants. C'est ce qui se passe pour le patrimoine culturel. Et au terme de cette procédure d'instruction, la décision finale sera prise lors d'une réunion du comité intergouvernemental, dont je vous ai déjà parlé, de 24 membres, qui se réunira annuellement et qui, chaque année, décidera de l'inscription d'un certain nombre de biens qui auront été proposés. Donc le jury final, c'est celui-là. Et il est évident que, et là nous entrons dans des considérations qui ne sont plus inhérentes à la nature et à la qualité intrinsèque du projet, mais qui sont des considérations qu'on pourrait appeler de géopolitique, auxquelles vous avez fait allusion, c'est-à-dire que nous allons proposer ce projet devant 24 pays qui sont de façon très largement majoritaire des pays, des ambassadeurs représentant des pays du monde en développement. Et en effet, il faut avoir à l'esprit que nous allons proposer notre patrimoine gastronomique et culinaire à des représentants de pays dans lesquels la population ne mange pas à sa faim. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le rapport récemment sorti de la FAO, je crois, qui chiffre à 850 millions de personnes. Donc je crois que nous devons aussi nous demander, pour mettre toutes les chances de notre côté, ce que signifie aujourd'hui, y compris d'un point de vue éthique et géopolitique, le fait d'inscrire le patrimoine gastronomique et culinaire français au patrimoine de l'UNESCO dans un monde où, effectivement, un habitant sur 7 ou 8 ne mange pas à sa faim. On ne peut pas faire l'économie de cette réflexion, car nous sommes là dans un cadre international où cette notion demeure centrale. N'oublions pas que l'UNESCO, c'est une organisation qui a pour but de promouvoir le partage des connaissances, la solidarité, et d'ailleurs, c'est un des objectifs inscrits dans la Convention que celui de développer une coopération internationale. Donc ça, c'est un tout autre volet que celui sur lequel nous venons de discuter. Il y a effectivement une nécessité impérative pour nous de définir plus précisément ce que nous voulons inscrire. Parce que c'est vrai que c'est un projet très ambitieux par son ampleur, par son échelle, et donc je crois que nous devons essayer de bien montrer ce qui fait patrimoine, si je puis dire, dans le corpus culinaire et gastronomique français. Donc être sélectif. Et de ce point de vue, un certain nombre d'indications ont été données. Deuxièmement, je crois que nous devons également veiller à faire en sorte que notre projet, le plus beau soit-il, soit bien expliqué, bien montré, et de montrer que nous ne cherchons pas uniquement à tirer un avantage national ou pour notre... Cocardier. Pas seulement Cocardier, aussi économique peut-être. Hein. Oui. Bien montrer que ce n'est pas la recherche d'un label destiné à soutenir la promotion de nos produits, ce n'est pas ça, mais qu'à travers cela, nous avons aussi à l'esprit une notion de solidarité, d'échange international, de circulation, d'échange d'influence. J'entendais tout à l'heure ce que disait Philippe Legendre, je crois, à propos du fait qu'il y a quelques années, on recevait beaucoup de jeunes
stagiaires japonais et qu'aujourd'hui, compte tenu des restrictions sur les visas, ça devenait plus difficile. Eh bien, voilà un point sur lequel, effectivement, il faudra également réfléchir. D'ailleurs, à déjeuner, Jean-François nous parlait justement d'un Japonais qui voulait rester en France et qui n'a pas pu rester en France parce qu'il n'a pas eu de papier pour rester en France. Et ça, c'est peut-être un problème à prendre en considération. Alors, c'est pas un problème immédiat, je dirais, mais nous ne devons pas le perdre de vue parce que ça peut faire partie d'un certain nombre d'objections qui nous seront opposées par nos homologues qui auront à évaluer le projet qu'on leur présente. Je relève un élément qui me semble très intéressant en fait, dans cet essai de définition de travail autour du patrimoine culinaire français, c'est que vous dites qu'il va falloir préciser. En fait, on part tous un petit peu en se disant la cuisine c'est génial, c'est un tas de trucs, c'est énorme, les cuisiniers, etc., etc. Et en fait, en vous écoutant, je me rends compte que il va peut-être plutôt que de vouloir tout considérer, il va falloir faire un choix. Jean-Robert Pitt, c'est peut-être exactement ce que vous proposiez là, en se disant peut-être que la particularité de la cuisine française est plus dans le propos que dans la pratique, et que c'est là qu'on peut peut-être essayer de le définir. Oui, je pense que ce dossier peut permettre d'affirmer face au monde, avec modestie, humilité, mais pas de complexe d'infériorité, ni surtout de supériorité. Pourquoi il y a certains qui font un complexe d'infériorité, Jean-Robert ? Moi, hier, j'ai été un peu critique sur la façon dont les Français mangent à la maison. Donc, je pourrais développer l'idée que les Français mangent n'importe quoi, beaucoup plus mal que les Italiens, par exemple, à la maison. Et alors, dans les petits restaurants à moins de 15 €, en France, on mange infiniment plus mal qu'en Italie ou en Espagne ou dans plein d'autres pays. Mais ça, bon, je veux pas. J'ai été trop critique hier soir à la conférence de presse. S'il y a des journalistes dans la salle, j'espère qu'ils ont oublié. Mais je pense qu'on peut affirmer de manière humble, mais en même temps ferme, que c'est une part de notre identité, mais à la limite tout le monde s'en fout, ça nous regarde nous Français, mais une part de notre identité à laquelle le monde doit beaucoup. Je pense qu'on a apporté des choses au monde, on a donné de la joie au monde depuis des siècles, au moins 3 siècles, avec cette affaire de gastronomie, et que ça c'est important. Je dirais que ça ressemblerait assez à la langue française. Le monde doit autant à la gastronomie française, la culture mondiale doit autant à la gastronomie française que à la langue française, qu'il y a actuellement 500 millions de gens qui parlent le français dans le monde et qui continuent à vouer une véritable vénération à la langue française. Pour certains, on l'a vu dans les pays de l'Est, par exemple en Roumanie, quand ces pays sont ouverts, on a vu avec émerveillement des gens parler le français avec l'imparfait du subjonctif beaucoup mieux que la plupart des universitaires français. Donc ça, c'était très émouvant et je pense qu'il y a des gens qui aiment la cuisine française autant qu'ils aiment la langue française. Je ne dirais pas la même chose de la peinture, de la sculpture, des arts plastiques français qui me paraissent dans un état de décadence avancé. Deuxièmement, je pense qu'on peut continuer à faire partager cet art de bien manger, bien boire et bien en parler à la française, à beaucoup de peuples dans le monde, y compris les peuples pauvres. Et je suis très sensible à ce que dit Jean Musitelli. Les gens qui vont voter sont des gens émanant de pays dans lesquels on ne mange pas toujours à sa faim. Encore que les problèmes de sous-alimentation sont aujourd'hui plutôt liés à des problèmes de régime politique ou de guerre qu'à des problèmes agricoles. Le monde mange beaucoup, beaucoup mieux à sa faim. Pour ceux qui sont de ma génération dans la salle, rappelez-vous ce qu'on disait dans les manuels scolaires ou les manuels du secondaire sur la Chine et sur l'Inde il y a encore 40 ans. De régime politique ou de système de partage des richesses ? Oui, enfin de régime politique inique. Je pense que dans beaucoup de pays, même pauvres, on mange plutôt à sa faim. Je pense qu'il y a plein de pays d'Afrique, ceux qui sont en paix en tout cas, dans lesquels on mange à sa faim, même s'il y a de très grandes inégalités sociales. Je pense que alors c'est pas une spécificité française, mais nous avons particulièrement développé, la preuve c'est notre INAO et nos appellations d'origine contrôlée qui ont été imitées dans l'Europe entière et maintenant dans le monde. Les Japonais s'intéressent à nos AOC, c'est formidable, mais le terroir n'est évidemment pas une spécificité française, puisque ça existe aussi au Japon, en Chine et dans plein d'autres, en Italie, dans plein d'autres pays. Mais je pense que le terroir, avec tout ce que ça représente, et je n'ai pas le temps de développer ici, sauf si vous me donnez une demi-heure, mais avec tout ce que ça représente dans la culture française, est un concept qui peut intéresser les pays pauvres. Parce que tous les pays pauvres ont des produits de terroir. Et je prendrai simplement des produits qui nous intéressent, nous, dans nos consommations, et qui viennent de pays pauvres, de pays dits du tiers-monde, comme on disait à l'époque de Sauvy. Donc, en tout cas, de pays pauvres, c'est plus simple. Je pense au thé, au café, au cacao, à la vanille, au rhum, au riz. Il y a des
produit, ceux que je viens d'évoquer, 2 terroirs qui sont absolument extraordinaires. Alors, bien entendu, jusqu'à une date récente, ces produits rapportaient surtout aux commerçants, qu'ils soient anglais, français ou autres, qui en faisaient, qui collectaient ces produits, qui les ramenaient dans les pays riches. Mais aujourd'hui, avec le commerce équitable, et si ces pays se développent, je pense qu'il y aura des commerçants aussi, qu'il y aura des entreprises qui valoriseront les pays sur place et qui permettront aux paysans de gagner suffisamment leur vie. Mais il y a là une source de richesse absolument extraordinaire. On l'a vu avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, quand j'étais petit à Paris, c'était un produit plouc, c'était un produit barbare qui sentait mauvais. Quand on faisait la cuisine avec, on n'en utilisait pas, on ne trouvait pas d'huile d'olive, sauf pour se soigner le foie. C'était vraiment, ça servait à ça. Et puis aujourd'hui, dans la grande distribution, vous avez 25 sortes d'huile d'olive, vous avez 4 ou 5 domaines de Toscane, vous avez de l'huile d'olive d'Espagne, dans la grande distribution française. Et ça a permis à un certain nombre d'entreprises agricoles des pays méditerranéens de s'en tirer très 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 bien. Et aujourd'hui, l'huile d'olive est un produit de haute gastronomie. Je pense que le thé, le café, etc., et bien d'autres produits peuvent vivre la même expérience, mais il y a tout un effort à faire, et ça, je pense qu'on peut le partager. Et que l'expérience française, qui a permis, par exemple, à des vignerons qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts il y a encore 30 ans, aujourd'hui, d'être des gens qui roulent dans des grosses voitures et qui passent des vacances aux Bahamas, c'est bien parce que ces vignerons ont réussi à convaincre... Peut-être les vignerons ne passent pas tous des vacances aux Bahamas, Jean. Beaucoup de vignerons bourguignons qui ont 10 ou 15 hectares, passent des vacances. Alors, oui, mais les vignerons bourguignons... Alors les vignerons du Languedoc qui font du vin de table et qui viennent détruire les sous-préfectures, ça, eux, ils ne passent pas leurs vacances aux Bahamas, mais ils feraient mieux d'arracher leurs vignes et d'aller planter sur les coteaux où on peut faire du bon vin. Oui, mais il y a des gens dans le Languedoc qui font du bon vin et qui ne vont pas aux Bahamas aussi. Il y en a beaucoup. On a évoqué Agnan tout à l'heure. Je vous signale que le principal vigneron d'Agnan, il doit aller plusieurs fois par an aux Bahamas, compte tenu du prix de son vin, j'imagine. Vous imaginez? Je sais qu'il a payé la terre 3 sous il y a J'aimerais revenir. Là, on s'égare peut-être un petit peu. Du tout, on s'égare pas. Non, j'aimerais qu'on revienne à quelque chose parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est très intéressant. Vous avez parlé du commerce équitable, vous avez parlé justement de la répartition des richesses, des produits dits coloniaux qui peuvent être en fait aujourd'hui un moyen pour les pays en voie de développement et qui ont besoin de nourrir leur population d'accéder à de la richesse. Est-ce qu'on ne sous-entend pas en fait en abordant ce propos-là que c'est aussi un propos politique et de choix économique qu'il y a derrière tout ça? C'est un propos, effectivement, dans lequel il y a une dimension politique, une dimension économique, une dimension culturelle, et c'est ça qui est intéressant. Si on n'insiste que sur la culture et sur ce que ça nous apporterait, nous, à notre ego, de dire la cuisine française, ça va de soi, et patrimoine mondial de l'humanité, c'est même pas la peine qu'on dépose au dossier. D'ailleurs, on se demande pourquoi on va faire un dossier. Évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que c'est parce que nous avons quelque chose à partager. Dans tout patrimoine, et que ce soit une cathédrale, un château, il y a la notion de partage. Le patrimoine, c'est l'héritage des pères. C'est l'héritage des pères qui est non seulement dont on hérite, bien sûr, on l'a entre les bras, mais qui est accepté, aimé et partagé. Moi, je trouve, par exemple, je prends un exemple qui peut permettre peut-être de mieux comprendre ça, les paradors espagnols. Je trouve que ce sont les Espagnols qui, les premiers, ont eu l'idée de mettre des hôtels dans les châteaux. Maintenant, ça se fait, bien non, il y a le relais château à côté de moi, mais je crois que ce sont les Espagnols qui, les premiers, ont fait de leur château fort, qui était absolument inchauffable, impossible à restaurer, des hôtels de luxe, dans lesquels, ce qui a permis de les restaurer, et donc d'en faire un patrimoine vivant, détourné de sa fonction, parce qu'évidemment, on ne lance plus de l'huile bouillante sur les clients qui arrivent. On met de l'huile bouillante dans les casseroles et on fait de la friture, ce qui est formidable. Mais on a réussi à faire vivre ce patrimoine en le détournant un peu de sa fonction d'origine, mais c'est vivant, c'est entretenu, et tout le monde aime ce patrimoine, non seulement les Espagnols, mais aussi les étrangers qui y vont avec un très très grand plaisir. Et bien ça, je pense que ça peut s'appliquer à toutes sortes d'autres domaines. C'est la notion de partage, d'accueil. Une cathédrale, c'est sûr, ça sert à faire la messe, à dire la messe et à rassembler des fidèles, mais ça sert aussi à éblouir des gens qui ne sont pas croyants, mais qui viennent voir de la beauté, voir de la lumière, écouter de la musique, participer de manière indirecte, s'ils ne sont pas croyants, à un office qui est de la beauté aussi et de la transcendance. Et c'est un lieu de partage. C'est évident quand, maintenant ça se fait moins, mais quand à Notre-Dame de Paris, vous aviez des centaines de jeunes qui étaient allongés par terre pour écouter le concert du dimanche soir d'orgue, je trouvais que la cathédrale remplissait sa fonction, et ceux qui voulaient rester à la messe, restaient à la messe, ceux qui voulaient partir, partaient. Mais c'était un lieu de rassemblement. Et la gastronomie française, je crois, est un lieu de rassemblement du monde autour de quelque chose qui est une valeur française et qui
qui fait vibrer le monde entier encore aujourd'hui, j'en suis bien persuadé. Ça ne m'empêche pas d'être très critique sur un certain nombre de tendances de la haute gastronomie française et un certain nombre de tendances de l'alimentation quotidienne des Français, mais je ne vais pas ici débiner. On va peut-être pas aborder ce propos-là, on regardera pour ce soir, après le repas. Après le repas, d'accord. Jaume, en écoutant à la fois ce que nous raconte de manière très pratique Jean Musitelli sur ce qu'est ce patrimoine immatériel, en écoutant Jean-Robert Pitt avec toute sa passion, les Bahamas, tout ça, est-ce que vous en avez parlé, vous, avec les adhérents des Relais Gourmands, je crois, quelle est leur réaction justement par rapport à ce propos sur le patrimoine culinaire français? Bon, bien sûr, c'est un projet qu'on souhaite, partager, on souhaite s'engager à fond. Mais je pense que cette inscription au patrimoine culinaire, du patrimoine culinaire français à l'UNESCO n'est pas un but final, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape parce que notre souhait, c'est que ça continue à se développer, ça se continue à s'épanouir. Et on a quand même certains soucis. Vous avez évoqué le fait de gens qui viennent de l'étranger, des Japonais ou des Espagnols ou des Italiens qui viennent de faire des stages en France. Mais c'est ces gens qui viennent, qui apprennent les techniques culinaires, qui sont les témoins et qui partent et qui sont les apôtres de ces patrimoines à l'étranger. Alors, ça veut dire que nous tous, surtout les relais gourmands français, ils doivent jouer ces jeux de faire partager son histoire et de faire ça partager son aujourd'hui pour que les gens y partent ailleurs en ayant conquis l'esprit de ce qu'il y a derrière cette culture. Comme je t'ai dit, là on est vraiment sur un propos où le patrimoine culinaire français est effectivement universel, acceptant l'autre, vraiment comme quelque chose de passionnant et qui est vraiment à l'image du partage et de fait de recevoir tout le monde, quoi. Est-ce que politiquement ça ne peut pas poser des problèmes? C'est-à-dire qu'on se dise... à quel sens, très simplement? C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut des papiers pour travailler en France et qu'on ne va pas faire une loi particulière pour les gens qui viennent travailler en France dans les cuisines. Non. Écoutez, je reprends la question d'un petit peu plus haut parce qu'il me semble que des choses très importantes ont été dites quant à ce qui pourrait être un peu la motivation de notre projet. Il faut savoir pourquoi on fait cela. On le fait, je pense, parce qu'on est convaincu de l'excellence de notre modèle culinaire et gastronomique, de sa valeur, de la possibilité non pas de l'exporter, bien entendu, mais qu'il ait un retentissement, un rayonnement à l'extérieur, etc. Donc on est bien là dans une problématique très classique de diffusion culturelle, je dirais. On fait un petit peu la même chose dans le domaine des politiques culturelles et de l'exportation de ce qu'on perçoit comme un de nos modèles. Alors, évidemment, c'est quand même un terrain très délicat, parce qu'il ne faut pas imaginer que les autres pays de la planète attendent que la France démontre ce que doit être, en cette matière, le modèle d'excellence. Monsieur Tapiès disait tout à l'heure, il ne faut pas que le fait qu'on propose d'inscrire soit exclusif de la possibilité d'inscrire d'autres patrimoines d'autres pays. Je le rassure là-dessus, les Chinois ne viendront pas nous demander la permission quand ils auront envie d'inscrire leur patrimoine culinaire et gastronomique. Donc, nous avons de légitimes raisons de considérer que notre modèle mérite effectivement cette reconnaissance. Nous avons aussi à veiller à ce que ce mérite ne soit pas hypothéqué par des pratiques négatives. J'entendais ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, Stéphane, le chef qui était là. Non, Philippe Legendre qui disait il faut veiller à préserver la qualité de notre métier. C'est le type d'engagement non dit que l'on prend en proposant d'inscrire le patrimoine culinaire et gastronomique français à l'UNESCO. Nous prenons une espèce d'engagement de qualité, de maintien de la qualité. Donc il faut pondérer tous ces éléments. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas quelque chose qui s'impose avec une évidence flagrante. Certes, nous avons des raisons légitimes de le proposer, mais nous allons devoir affronter une négociation qui ne sera pas facile.
C'est pas parce que nous sommes persuadés que... Mais bien entendu, mais c'est important que nous soyons persuadés. Si nous ne l'étions pas, ce ne serait même pas la peine de faire le premier pas. Et si je ne l'étais pas moi-même, je dirais, si c'était un combat perdu d'avance, pas du tout. C'est pas du tout ça, mais effectivement, et c'est d'ailleurs l'argument est réversible, hein, parce qu'en même temps, nous bénéficions dans un domaine où ce sera la première fois, sans doute, qu'une proposition de ce type sera mise sur la table, nous bénéficions du fait que nous sommes les premiers, donc que nous avons une capacité très forte à inventer et même peut-être à structurer ce que sera le moule dans lequel les propositions futures devront se couler. Je pense par exemple à ce que nous avons fait en matière de patrimoine culturel pour le Val-de-Loire, on en parlait tout à l'heure avec certaines personnes ici, où nous avons inscrit le premier paysage fluvial au patrimoine de l'humanité, et depuis, à partir de ce modèle-là, il y a toute une série d'autres exemples qui ont été déclinés dans différents pays. C'est un peu ce que nous disait d'ailleurs Jaume Tapiès, en disant il faut que ça soit une étape et non pas un but seulement, le fait de reconnaître la cuisine française au patrimoine mondial de l'humanité. Oui, pour moi, si vous voulez, ce type d'inscription, compte tenu encore une fois de ce qu'est l'UNESCO, de ce que sont les objectifs de cette convention, qui sont des objectifs de solidarité internationale, je pense que le but pour nous, je veux dire notre gastronomie, elle n'a pas besoin de cela pour vivre, c'est évident. C'est une reconnaissance supplémentaire, cela nous honore, cela honore les professionnels de très grande qualité que nous avons, et c'est une très bonne chose. Mais on n'a pas besoin de cela pour être très bon. Donc il y a autre chose, il y a un au-delà de ce premier aspect un petit peu utilitaire. Et l'au-delà, c'est cette notion de partage et cette notion de nous reconnecter avec une visée universaliste. Alors, ce n'est pas évident à imaginer, à construire, mais c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit au moment où nous démarrons cette entreprise. Je crois que Jean-Robert Pitt... Jaume ? Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que dans notre cas, il y a vraiment, derrière chacune de nos maisons, un amour pour cette profession, un amour pour la gastronomie. Et je pense que pour nous, c'est quand même très, très important de laisser à nos enfants, et quand on voit comment est-ce qu'on mange aujourd'hui un peu partout, et je vous dis, je viens de me promener à côté, hein, dans la rue d'à côté, il y a quelques instants, où il y a le McDo à un côté, et il y a 2 ou 3 endroits de cuisine minable. Je réfléchissais un peu à ce qu'on allait faire maintenant, et j'ai dit, voilà, moi j'ai envie de laisser à mes enfants, parce que c'est notre métier, c'est notre amour, et c'est une passion pour la gastronomie, de leur laisser quelque chose, et qu'ils aient pas seulement une trace, mais quelque chose d'évident, et qu'ils apprennent à manger. Pour que ça soit vraiment quelque chose de constant et qui attire pas seulement les enfants à aimer la cuisine, mais aussi ça va tirer l'économie, ça va tirer tout l'ensemble. Ce qu'on disait depuis le départ, la cuisine n'est pas juste le fait de manger, c'est aussi une accession au savoir et à la culture. Savoir ce que je mange, c'est très très important. Jean-Robert ? Oui, d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais encore une fois, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à ce qu'on a dans l'assiette, ni même à en parler. On a poussé ça assez loin dans la tradition française, mais nous ne sommes pas les seuls. Ce que je voudrais dire, c'est que patrimoine gastronomique, ça veut dire héritage. Ça veut donc dire tout un ensemble de recettes, de produits de base, de recettes, de savoir-faire, de savoir en parler éventuellement aussi, qui nous viennent du passé et qui sont encore vivants aujourd'hui et qui évoluent constamment. La recette de la blanquette de veau est une recette qui est en constante évolution, même si on nous a dit tout à l'heure qu'on ne la servait plus beaucoup, on la sert encore et fort heureusement. Il y a de bons restaurants, même à Paris et dans d'autres villes françaises, où on sert de la très très bonne blanquette de veau, mais elle n'est plus la même que celle d'il y a 50 ans, d'il y a un siècle ou d'il y a 2 siècles. La dinde truffée d'Escoffier, je vous rappelle que c'est 800 grammes de truffes pour une dinde. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de restaurants, même 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. On peut faire 10 grammes pour une caille aussi. On peut faire 10 grammes pour une caille, mais bon. Donc, la cuisine est en évolution constante. Mais je crois qu'il y a un effort qui avait été fait, il faut le rappeler, par le CNAC, sous l'égide du ministère de la Culture il y a des années, qui est l'inventaire du patrimoine gastronomique, avec une série de 20 ou 25 livres publiés. Qui n'est malheureusement pas achevé. Il y a 2 régions. Il manque 2 ou 3 régions qui ne sont pas faites, 1 ou 2 dom-toms aussi. Non, c'est juste 2 régions.
Réunion, le centre et l'Auvergne. Tous les DOM ne sont pas faits et les TOM ne sont pas faits. Or, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont des TOM très intéressants du point de vue d'aliment. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a un très gros travail qui a été fait, qu'on peut critiquer ici ou là, mais qui est quand même un énorme travail excellent qui a été réalisé principalement sous la direction de Philippe et Marie Iman, qui est tout à fait remarquable et qui est une base, je crois, de travail qu'il faudra utiliser pour préparer ce dossier. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, et c'est mon inquiétude, c'est qu'un certain nombre de chefs, de grands chefs, mais aussi de chefs moyens, et c'est pire quand ce sont des chefs moyens, pensent qu'être un chef gastronome contemporain, c'est inventer tous les jours un plat nouveau. Et ça me fait penser à ce que je vois dans ma discipline, la géographie, où un certain nombre de collègues inventent un mot nouveau par article et considèrent que faire de la bonne science, c'est créer des mots nouveaux, des concepts nouveaux, donc ça s'appelle du jargon. Et ils adorent jargonner, et ça a été un des drames de la géographie, parmi d'autres, qui a failli la faire disparaître il y a quelques années autour de la chorématique, qui pour les collègues qui pratiquent ça dans le secondaire, ça a été, ils se sont arrachés les cheveux. Et ben je pense qu'en cuisine, on en est à jargonner aussi un tout petit peu. C'est que quand on crée, alors malheureusement il n'est pas là pour se défendre, mais j'ai entendu ce qu'était la recette de couscous de M. Piège tout à l'heure. Savez-vous qu'il n'y a pas de semoule dans cette recette de couscous et qu'on remplace la semoule par des petites graines de chou-fleur? Je trouve ça totalement jargonnant, parce que le couscous, le mot couscousou, qui vient du langage saharien, c'est un berbère, c'est un mot berbère qui veut dire semoule, précisément. Donc faire du couscous sans semoule, effectivement, on peut faire du fromage sans lait. Pendant la guerre, on savait faire du café avec du jus de chaussette, tout ça. Bon, on arrive à tout faire. Mais c'est vraiment en cas de pénurie qu'on invente des subterfuges de ce genre. Je pense que faire de la... oui, je vais prendre une comparaison musicale, si vous me permettez. De très grands musiciens comme Rostropovitch ou Callas, interprètes d'un instrument et d'une voix, n'ont jamais composé un seul instrument de musique. Ils ont interprété des partitions. Est-il scandaleux, et je pose la question au chef, je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle, est-il scandaleux qu'un grand chef, très grand chef, se contente d'interpréter à sa façon des recettes qui existent déjà? Eh bien, je réponds non. Et ça doit faire partie, pour moi, d'une haute gastronomie, que de continuer à faire des plats merveilleux. Donc on critique énormément Bocuse, ça fait des années qu'on ne le note plus dans les guides, parce qu'il ne se serait pas renouvelé. Mais d'abord, il a inventé un certain nombre de recettes lui-même, et fort heureusement, mais donc ça a été un créateur, mais en même temps, il a interprété d'une façon éblouissante un certain nombre de recettes du patrimoine venues, par exemple, je ne sais pas, je pense le loup en croûte, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est des poissons cuits en croûte ou des viandes cuites en croûte, ça a toujours existé, et il a porté ça à son point de perfection, comme tel chanteur a porté à la perfection tel opéra de Puccini. Et ça n'a rien de scandaleux. Donc arrêtons de penser qu'un chef doit tous les jours inventer 5 plats nouveaux, que sa carte doit être, si possible, alors qu'il faut cuire à moins 360 degrés les produits pour que ça devienne tout à fait nouveau et original. Je trouve ça, et qu'on les mette dans des seringues bon, tout ça m'apparaît complètement artificiel et précieux ridicule. Voilà. Oui, si ce n'est que, en fait, si tu peux me permettre, Jean-Robert, oui. Il peut y avoir de la réinterprétation permanente sur des grands classiques, mais je peux très bien écouter Rostropovitch et 10 minutes plus tard écouter du rap ou de la house ou du reggae en prenant tout autant de plaisir. L'intérêt, justement, de la cuisine, c'est qu'elle est multiple, variée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que du jargonnage, il y a aussi un reflet de notre société dans les pratiques des cuisiniers qui les concentrent peut-être dans des plats qui sont un peu que la cuisine que nous méritons, ça c'est sûr. Oui, et les critiques que mérite la cuisine. Jaume, moi je voudrais un peu justement contraster ce qu'il a dit. Je suis à moitié chef parce que je fais la cuisine mais je ne la fais plus. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous avec certains propos, pas vraiment avec d'autres, dans le sens où la cuisine, c'est aussi investigation. Et quand on fait de l'investigation, des fois, mais on dérape. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple, il y a une vraie tendance dans la société qui est à manger gastronomique, mais aussi manger sain. Hein. Ça veut dire que, et en France, il y a eu vraiment des personnages et des grands chefs qui ont été les précurseurs de faire des sauces à base de légumes. Par exemple, Guérard. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chefs qui commencent à faire des essais pour aérer une sauce ou un jus ou je ne sais pas.
ça peut ressembler des fois que c'est peut-être un peu trop, ils vont un peu au-delà de ce qu'on s'attendrait. Est-ce que ça, c'est le patrimoine ou c'est pas le patrimoine? Mais en tout cas, Jean-François, c'est quelqu'un qui est en permanence en train de se poser des questions. Il a 37, 36 ans, et c'est vrai que quand on a 36 ans, on regarde plutôt l'avenir que le passé. Hein, et que on peut déraper. Il n'y a pas d'avenir sans passé. Non, mais bien sûr, il y a pas de, il pourrait pas faire du coup de son couscous sans que le vrai couscous soit une vraie recette. Hein. Mais en tout cas, je serais moins critique dans le sens où cette recherche constante de chefs, elle nous apporte quand même à la fin certaines recettes qui sont vraiment exceptionnelles. Hein, et que voilà, à chacun de juger, et c'est le public finalement qui juge. Oui, tout à fait. Juste pour conclure, et je crois que c'est pas du tout contre vous, Jean-Robert, c'est que la modernité n'est pas une impasse. Supporter qu'on soit contre moi aussi. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Hein. C'est que la modernité n'est pas une impasse, c'est un lieu d'expérimentation, et expérimentons, il restera toujours quelque chose qui sera ce que nous avons produit, pas seulement au travers d'un chef, mais parce qu'on l'acceptera effectivement. Heureusement qu'il y a eu la nouvelle cuisine pour nous faire manger les légumes autrement, manger des légumes déjà, et mettre un peu moins de farine. C'est le client qui est roi. Même si c'est des choses qui peuvent apparaître à certains totalement ridicules, s'il y a des gens qui acceptent de payer, c'est très bien. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on en a fait trop. Hein. Je peux vous dire que j'étais dans un restaurant il y a un mois avec mon épouse, et on a goûté les nouvelles sphérifications qui doivent être, je ne sais pas comment ils les font, mais dans une matière graisse que je ne sais pas laquelle. Et ma femme a perdu le goût pendant 3 jours. Et ah oui, c'est vrai. Alors, moi j'ai mangé cette olive qui a éclaté dans ma bouche. J'ai dit, écoute, c'est quand même assez exceptionnel. Mais voilà, la perception de ma femme qui était à côté n'a pas été tout la même. Où est-ce que ça va nous apporter? Je ne sais pas. Hein, mais c'est quelque chose il faut expérimenter. Qu'il faut expérimenter. Jean Mugitelli, vous vouliez réagir à ces discours de passionnés, hein, avec Jean-Robert Pitt, c'est d'ailleurs toujours comme ça, il croit vraiment avec passion à ses propos. Quoi. Ben, il a raison, il a tout à fait raison. Non, moi je ne vais pas réagir sur ce terrain, encore une fois je suis trop incompétent, mais je voulais relever 2 choses importantes qui ont été mentionnées, en particulier par Jaume Tapies. Pour ce qui concerne je dirais encore une fois, la motivation, toutes les bonnes raisons que nous avons de considérer que le patrimoine français est digne de... et ces 2 raisons sur lesquelles nous devons insister, c'est la diversité, et bien montrer que c'est un patrimoine qui, précisément, tire sa richesse de sa diversité. Il est évident que c'est un thème, je ne dis pas qu'il est à la mode, mais par rapport à la question de la mondialisation que l'on a évoquée tout à l'heure, et aux craintes que la mondialisation n'aboutisse à un appauvrissement, à une homogénéisation des contenus culturels, etc., nous avons tout intérêt à mettre en relief cet aspect de notre patrimoine gastronomique. Et l'autre aspect, qui est un peu plus indirect, mais qui n'est pas négligeable à mon avis, c'est l'aspect de santé publique, disons les choses comme ça. Disons de bien se nourrir, et de se nourrir sainement pour être un petit peu moins administratif dans la façon de présenter les choses. Mais là aussi, je veux dire, un modèle dont on cherche dont on prétend qu'il a une valeur universelle, eh bien, ne peut pas faire abstraction de cet aspect des choses. Donc, on a vraiment un très beau sujet. On a à faire un travail de décantation, d'organisation pour trouver ce qui fonde vraiment à la fois la typicité du patrimoine culinaire français et son exemplarité d'une certaine manière pour tous les pays qui sont intéressés par ces problématiques-là. Et je crois que pour peu qu'on y aboutisse, et je ne vois pas pourquoi, on a de très bonnes chances d'obtenir cette inscription. Enfin, moi, je suis plutôt optimiste sur ce point-là. Alors justement, si ça aboutit, est-ce que ça oblige le gouvernement français à faire quelque chose de particulier, le fait que le patrimoine culinaire français soit inscrit au patrimoine mondial? Est-ce qu'il y a une obligation? Vous savez, Pardon ? Ça, il est un petit peu obligé, non? Vous aurez quand même un peu de mal à faire complètement l'économie de l'État. Tout de même.
Et l'État, c'est quand même lui qui a signé la Convention, il était à partie, et un certain nombre d'obligations lui incombent au titre de cette Convention, hein. Et pas simplement celle de présenter des biens patrimoniaux pour inscription, c'est-à-dire de tirer uniquement les bénéfices de la Convention en termes de prestige national et de ne pas assumer les obligations que l'on a souscrites, et notamment en matière de solidarité internationale, en matière de contribution à un fonds qui va être mis en place pour aider justement ceux des patrimoines culinaires, immatériels, pas forcément culinaires, pardon, mais qui sont considérés comme des patrimoines en danger. Donc il y a un effet de mutualisation, si je puis dire, qui ne concernera pas uniquement les patrimoines culinaires et gastronomiques, hein. Mais il y a un engagement de solidarité qui doit être pris par l'État, et il est donc très souhaitable, moi je le souhaite, que l'État s'en mêle fortement et précisément tienne ses engagements. Alors par la suite, pour la définition elle-même de ce qui nous intéresse, je crois qu'il y a suffisamment de bons experts, et on l'a bien vu au cours de ces journées, pour aboutir à présenter un projet solide à partir du moment où les instances compétentes de l'UNESCO nous auront mis en place la procédure prévue. Juste une question, Jaume, avant de vous redonner la parole. L'obligation de recherche existe avant ou après pour nourrir le projet là en l'occurrence sur le patrimoine culinaire? Vous savez, je vais vous dire les choses très clairement en fonction de l'expérience que l'on peut retirer du patrimoine culturel et naturel. Ce type de convention n'ajoute pas une réglementation supplémentaire aux réglementations nationales en matière de protection. C'est-à-dire que la Convention ne crée pas une réglementation juridique avec des obligations strictes. C'est plutôt une incitation à faire. Et de ce point de vue, tout dépend des initiatives que les porteurs du projet, une fois qu'il aura été inscrit et reconnu, voudront bien continuer à prendre. Je reprends l'exemple du Val-de-Loire. Vous savez, les inscriptions au patrimoine mondial, certains considèrent qu'une fois qu'ils ont décroché le label, l'essentiel du travail est fait. Ils revêtent la couronne et puis ils n'en parlent plus. Le Val-de-Loire, par exemple, a mis en place une mission qui est chargée de gérer le site inscrit au patrimoine mondial. À partir de cela, de développer toute une série de réseaux, de synergies avec d'autres biens étrangers, etc. Donc, moi, je ne verrai qu'avantage à ce que, une fois l'inscription acquise, mais nous nous projetons là vraiment dans le futur, il puisse se créer autour de cette inscription une espèce de comité permanent qui, précisément, puisse travailler avec d'autres pays qui sont intéressés à l'inscription de leur patrimoine culinaire, et y compris avec des pays qui n'ont pas les ressources suffisantes pour monter des dossiers, pour savoir comment valoriser. Et là, nous remplirions tout à fait cette obligation de solidarité qui est au cœur de la Convention. Alors ça passe par l'État d'une certaine manière, mais ça passe aussi surtout par l'initiative et par la volonté. Mais par ailleurs, c'est certain que ce que l'on inscrit, c'est un patrimoine d'un certain niveau de qualité. Donc il y a une obligation, c'est ce que nous disions tout à l'heure, de maintenir cette qualité-là. Imaginez qu'un touriste ou un groupe de touristes chinois viennent en France et disent « je vais en France parce que le patrimoine gastronomique et culinaire est inscrit à l'UNESCO », tombe dans une gargote, mange très mal et adresse une lettre à l'UNESCO en disant « comment se fait-il qu'on est inscrit ?» Alors, l'UNESCO... C'est Jean-Robert Pitt, là, vous décrivez. Enverrait une lettre... Non, j'ai parlé de chinois. Il peut se déguiser. Très bien, mais pourquoi pas? Mais ça serait là, et ça serait effectivement tout à fait légitime que dès lors que vous êtes inscrit sur une liste comme ça, vous êtes d'une certaine manière sous la surveillance de l'ensemble de l'humanité, puisque vous avez accédé à un patrimoine commun de l'humanité. Voilà. Merci. Jaume? 10 secondes pour dire une chose qui me semble vous avez tout votre temps, très importante et assez unique. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Dans aucun pays au monde, la restauration, c'est-à-dire la cuisine, est rattachée à la culture. Quand je parle dans mes voyages, souvent avec des ministres de tourisme, mais la restauration est rattachée au tourisme. Elle est vue comme une partie de l'économie. Déjà, le fait
je ne sais pas quel est le soutien de l'État, mais déjà le fait que cette démarche soit faite de rattacher la cuisine à la culture, mais c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Oui. Et là, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que en étant, disons, partie du tourisme, les chefs, ils ont fait, parce que c'est normalement des autodidactes et des gens qui ont été formés dans des écoles hôtelières ou des écoles de tourisme, ils ont fait ces essais, on parlait maintenant d'innovation et d'essayer de créer de nouvelles recettes, mais ce n'est pas des gens de la culture. Et ce sont deux mondes différents. Et ces deux mondes, ils devront apprendre à se connaître. Parce que sinon, ça risque de poser des problèmes. Et aujourd'hui, je le vois, quand j'entends Jean-François et je vous entends vous, de deux mondes complètement différents, il faudra prendre le temps de vous connaître et d'essayer de partager l'expérience. Je vais emmener Jean-Robert au Crillon. L'expérience avec vraiment ces mondes d'études, de culture, de recherche. C'est très important, justement, c'était un peu mon propos tout à l'heure, il va falloir faire des ponts qui ne sont pas forcément évidents à imaginer tout de suite. Je peux dire une chose, je pense que les chefs ne devraient pas se mêler d'écrire de l'histoire ou de la philosophie. Mais bon, voilà, on est là pour ça. À nous d'être accessibles et à nous de montrer qu'on peut être utile aux chefs et au monde, mais ne mélangeons pas trop les genres, de même que si nous on fait la cuisine pour notre plaisir et hélas pour nos amis qui sont obligés de la manger, mais chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Mais ce que je voudrais dire, j'ai été sans doute, je me suis mal exprimé à propos de l'État, parce que c'est vrai que de temps en temps je me dis que l'État ne fait pas son boulot, ou qu'il fait des boulots qui ne devraient pas être les siens, et il ne fait pas. Il ne remplit pas ses missions régaliennes. Donc là, j'exagérais. Bien entendu que c'est l'État qui doit porter ce dossier si nous décidons d'aller jusqu'au bout d'une présentation à l'UNESCO. Et ça va de soi. Et l'État, non seulement le ministère de la Culture, mais aussi, effectivement, le ministère du Commerce extérieur, de l'Agriculture, etc., du tourisme. Ce que je voudrais dire, c'est aussi que l'État a peut-être une mission importante pour la suite, certes d'aider un certain nombre de pays pauvres à mettre en valeur ou à les aider à révéler cet élément de leur patrimoine, parce qu'il y a des patrimoines culinaires et gastronomiques partout, y compris dans les pays les plus pauvres, c'était évident. Hein, et au fin fond du Sahara, j'ai le souvenir de lait de chamel fermenté extraordinaire en Mauritanie ou de viande cuite admirablement dans le sable. C'est du patrimoine culinaire. En revanche, ce que l'État pourrait faire en France, peut-être après, si nous avons la chance d'être élus, c'est de réformer ou de s'occuper de la cuisine à l'éducation nationale, par exemple dans les écoles, dans les lycées et dans les restaurants universitaires. C'est peut-être une des missions de l'État. Les Français ne me paraissent pas de mise dans un dossier de ce genre. Oui, parce qu'en général, le chauvinisme peut basculer vite sur une certaine réaction, en fait, ce qui peut être dangereux. Une autre question. Un certain conservatisme, parce que la réaction, c'est bon, mais le conservatisme, non. Juste deux mots, je ne suis pas sûr que la jeune génération qui sont dans les lycées hôteliers soit forcément tournée vers le patrimoine. Il est plutôt sain qu'ils soient tournés vers la modernité. La question pédagogique, c'est d'en faire aussi des héritiers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment qu'ils ont reçu tout un savoir, une histoire. Et il y a eu ici à Tours, il y a quelques années, tout un colloque sur comment transmettre l'histoire de la cuisine et de la gastronomie dans l'enseignement. Je pense que là, on n'en a pas parlé, mais ça me paraît tout à fait nous inscrire dans cette préoccupation patrimoniale, c'est-à-dire comment faire de ces jeunes qui sont tout naturellement, comme tous les adolescents, tournés vers la modernité et la nouveauté. C'est une façon de se construire. Ils vont se construire un peu par la rupture avec les générations précédentes. Comment en faire des héritiers, des gens qui ont le sentiment qu'ils ont aussi reçu un patrimoine extraordinaire et passionnant. Alors, c'est pour ça que je rebondirai un peu sur ce qu'a dit Pete tout à l'heure. Ça m'intéresse bien, comme j'ai envie d'aller voir la Joconde au Louvre, que je puisse aller goûter, quand je le veux, une poularde demi-deuil comme on en faisait en 1860. Ça, ce serait du vrai patrimoine. C'est-à-dire que comment faire en sorte que toutes ces recettes, toutes ces techniques, parce qu'on n'a pas assez parlé de techniques, reçues, restent vivantes, et comment en même temps faire comprendre que la matrice qu'elles offrent peut offrir un espace de créativité et d'innovation. C'est cette articulation qu'on n'arrive pas à faire,
hein, et qui me paraît moi-même capital. Hein. Le patrimoine de l'humanité, on a classé l'abbaye de Fontenay en Bourgogne, quelque chose de superbe. Bon, mais si on classe comme patrimoine de l'humanité le savoir-faire ou le patrimoine culinaire français, il faut aussi que ce patrimoine soit disponible. Hein. Alors on a réédité beaucoup de livres, etc. Mais si j'ai envie de goûter un plat ancien, comment faire? Ça, c'est une vraie question. Hein. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire comment articuler la disponibilité d'un patrimoine hérité avec un espace de créativité et d'innovation, et comment faire que les deux choses vivent ensemble. Alors, les Québécois, qui sont des gens intelligents, pragmatiques et attachés à leur identité, ils ont trouvé un peu le biais. Ils ont d'abord, contrairement à ce qu'on a pu faire en France, mené une immense enquête. C'est l'Institut d'enseignement hôtelier de Montréal qui a fait ça. Une immense enquête dans toutes les provinces et les villages les plus reculés sur tout ce que les gens faisaient comme recette. Ils ont tout collecté, il y en a des milliers. C'est-à-dire, c'est une photographie, à un moment donné, de ce que les gens faisaient. Voilà, notre patrimoine, le voilà. Hein. C'est extraordinaire, la richesse de la cuisine québécoise, mais on n'a pas idée. Hein. Donc ça, c'est codifié, c'est recensé, et on a l'impression qu'on a gardé quelque chose, comme j'ai gardé les peintures de Poussin et la Joconde, j'ai recensé ça aussi, et c'est disponible, on peut le manger. Hein. Et en même temps, à partir de ça, ils ont fait travailler les enseignants pour dire comment on peut rendre ça lisible par des jeunes qui vont apprendre la cuisine. Quel regard ils portent et qu'est-ce qu'on peut faire comme cuisine québécoise qui soit du XXe siècle? Une vraie question intéressante. Donc ça, c'est cette articulation-là, d'abord, entre un patrimoine vivant et un espace de créativité. Et deuxièmement, comment faire de nos jeunes cuisiniers tourner tout légitimement, comme tous les adolescents, vers la modernité, des héritiers, hein, et qui savent naviguer entre un espace d'héritage et un espace d'innovation. Un propos. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Mais est-ce qu'en fait, l'enseignement du propos dont vous parliez au début de votre intervention, Jean-Robert, est-ce qu'on peut goûter réellement la poularde de 1860? 800 grammes de truffes par poularde? Non. Oui, je pense qu'on peut refaire un certain nombre de plats avec les recettes anciennes, sauf quand certains produits, matières premières, ont pu disparaître. Puis la poularde n'était pas élevée de la même façon, n'avait pas le même goût, donc tout ça a pu changer. Mais effectivement, c'est intéressant. Enfin, je partage totalement ce point de vue, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bases historiques. L'histoire, ça sert à ça. Et si un certain nombre des princes qui nous gouvernaient avaient une meilleure formation d'historien, de géographe, de philosophe, j'ai cru en cuisine. Ils se comporteraient mieux. J'ai cru en cuisine, meilleure formation en cuisine. En cuisine, oui, c'est ça. Oui. Il faut que tous les candidats à l'élection présidentielle sachent cuisiner. Ça, j'espère. Les femmes en particulier. Jean Musitelli. Oui, ce dernier mot me donne une bonne transition. Si le patrimoine culinaire et gastronomique français, il sera inscrit au titre des pratiques sociales et des savoir-faire, des pratiques sociales. Bon. Donc, je pense qu'il serait important que lorsque nous présentons notre projet, il n'apparaisse pas comme reposant sur une base sociale extrêmement fine, une sorte de club des grandes toques, mais qu'il reflète bien ce qu'est précisément, d'où vient cet héritage. Cet héritage, il vient de nos grands chefs, et puis il vient aussi de nos grands-mères. Moi, je ne peux pas avoir une pensée émue pour ma grand-mère au moment où on parle de patrimoine gastronomique. Donc, je pense qu'il serait important de veiller à ce que les deux moitiés de la société soient représentées et soient partie prenante de ce dossier. Et c'est quelque chose, je le signale, qui à l'UNESCO sera pris en considération. Une autre question, je crois, peut-être une dernière question, parce qu'on s'achemine vers la fin de cette dernière table ronde. Oui, bonsoir. Kylian Stangel, enseignant en école hôtelière. J'en reviens toujours à la notion de frontière et de frontière de cette définition. J'ai entendu des critiques concernant des établissements de restauration qui paraîtraient hors de cette frontière quant à la définition de la gastronomie, tels que Flo, Flunch, tels que des établissements de basse qualité qu'on rencontre dans les rues non lointaines. Ça me chagrine énormément pour Flo, grâce à son Beaufinger, qui a quand même une grande histoire derrière. Et j'aimerais comprendre, s'il vous plaît, que vous me disiez tout de suite, pour vous, où commence la gastronomie? Ça, c'est bien compréhensible, mais où finit-elle? Est-ce que Flo, Flunch et le petit vendeur de Pambagna qui attend juste pendant l'été son touriste, est-ce qu'il va faire partie de la gastronomie française ou non? Question intéressante.
Fort Le intéressant. soleil, lui, pour tout le monde, et je pense qu'il faut que l'ensemble des Français s'intéressent à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils ont dans l'assiette, et que toutes les filières intéressées à l'alimentation et à la boisson soient partie prenante dans ce dossier, dans ce qui, pour moi, est une sorte de cause nationale. Avec des périls, avec aussi des points très très forts, magnifiques et totalement vivants. C'est vrai que c'est une partie de notre culture qui est vraiment totalement vivante. On peut dire, bon, le cinéma français fout le camp, on peut dire tout ce qu'on veut, mais en matière de gastronomie, c'est évident que c'est une partie très très vivante. La preuve, c'est qu'on en parle, qu'on s'accroche, qu'on n'est pas d'accord, on s'écharpe. Enfin, ça veut dire que vraiment, beaucoup de Français y croient, quelle que soit leur façon de manger, quelle que soit leur conception de la chose. Je pense qu'il y a peu de pays, en dehors de la Chine sans doute, où on en parle autant dans l'ensemble de la société. Et par conséquent, le petit vendeur de rue, je suis navré que dans la rue d'à côté, il y ait autant d'horreur, parce que je crois qu'il y a aussi un très très bon charcutier un peu plus haut dans la rue à gauche. Donc tout est mélangé, c'est ça, c'est qu'il y a le meilleur et le pire. C'est ça une culture aussi, hein, c'est qu'on ne peut pas éliminer non plus d'un seul coup les gens, mais je crois que tout le monde est rattrapable, tout le monde est perfectible. Et ça me paraît essentiel. S'il y a des choses qui ne vont pas dans la cuisine française, regardons-les en face, disons-le, et essayons de trouver des solutions. Si on trouve que Flunch fait de la cuisine passe-partout, eh bien, ce n'est pas la peine de supprimer Flunch, d'autant plus qu'il y a des clients et des emplois, mais essayons de voir si Flunch ne pourrait pas, au même prix, avec le même bénéfice pour les propriétaires, arriver à faire mieux, par exemple. Et peut-être qu'un lien plus fort avec les professionnels de l'agriculture, de l'agroalimentaire, permettrait d'avoir de meilleurs produits. Moi, je trouve dommage qu'un certain nombre de syndicats agricoles, par exemple, ne se soient pas associés au Crous dans les différentes régions pour mettre dans les restaurants universitaires un certain nombre de produits locaux. En plus, ça permettrait d'éviter 5 intermédiaires et ça leur permettrait de gagner de l'argent, d'éduquer les étudiants et par conséquent de futurs consommateurs. Tout ça étant un travail à très longue haleine, mais il y a déjà des pistes. Hein. Juste un exemple, les AMAP, où on peut s'abonner auprès d'un agriculteur, c'est une formule intéressante. Pourquoi ne pas imaginer un Crous qui mettra en place une AMAP pour avoir justement les produits? C'est une idée comme ça pourrait être assez intéressant. On arrive à la fin de cette dernière table ronde. Je crois que vous avez tous compris qu'il y avait un travail immense, absolument passionnant, complexe pour préciser, comme nous l'a bien dit Jean Musitelli. Essayons pas de parler de tout, mais essayons de bien préciser quel est notre propos et qu'est-ce qu'on veut défendre en rapport avec ce que veut UNESCO, c'est-à-dire effectivement quelque chose d'ouvert sur le monde et pas de refermer seulement sur l'histoire et sur notre propre cuisine. Ça, ce sera peut-être, bien sûr, et ce sera certainement le prochain épisode. Merci à tous. Désolé, je vous ai présenté comme un historien, j'ai complètement... je suis parti... Oui, non mais... Comme j'essaye de défendre ma discipline, non, ça ne fait que ça.